Si. Voilà. Ok, nous n'osons pas confirmer la chose, mais de toutes les façons, écoutez, on ne peut pas parler du Ghana sans parler du Togo, ces deux pays frères, voisins, dont l'histoire, n'est-ce pas, est scellée. Alors, Monsieur Pelli, les défis au Ghana sont politiques, sociaux, structurels, économiques, mais ils semblent moins compliqués que les défis, n'est-ce pas, auxquels fait face le peuple togolais. On en est encore à la polémique de la nouvelle République qui n'est pas encore avalée, une pilule trop amère. On a fait des législatives à la grande surprise pendant qu'on faisait ces législatives. On a proclamé cette République, cette cinquième République, et puis nous voici, des députés disent non, on nous a roulé dans la farine, on ne va pas siéger. Les défis sont vraiment énormes. Comment entrevoyez-vous cela? Citez-nous un et expliquez-nous un peu, et surtout à nos téléspectateurs. Monsieur Pelli. Oui, Monsieur Serge Yawa vient de parler du Togo britannique et du Togo, en guillemets, français. Et je fais un petit tour en arrière pour éclaircir un peu quelque chose. Le Togo britannique devait revenir au Togo. Mais pourquoi les Nyasingbe n'ont pas voulu que ce bout de terre revienne au Togo? Parce que là-bas, il y a des, il y a un peuple un peu rebelle, et beaucoup de militaires ghanéens, ceux qui sont les hauts gradés de l'armée ghanéenne, sont du Togo britannique. Même John Rawlings, il était il est du Togo britannique. Beaucoup de généraux, beaucoup de gradés sont du Togo britannique. Donc, c'est un peuple en quelque sorte de guerriers, les Anglois, c'est un peuple guerrier, c'est les guerriers, c'est un peuple guerrier, et c'est pas bon pour le régime Gnassingbé de recueillir ces gens-là dans le Togo actuel. Et voilà, ça c'est une petite parenthèse, parce que de part et d'autre de la frontière, les familles sont divisées. Il y a des familles qui sont au Togo, qu'on retrouve au Ghana. C'est même, enfin bon, je ne vais pas faire l'histoire de quelqu'un, mais Non, mais c'est les conséquences de la balkanisation de l'Afrique. Quand vous prenez le Nigeria et le Bénin, c'est pareil, le Bénin, le Togo, c'est et, pareil, ainsi de suite. Allez-y. et la partie britannique du Cameroun lui est revenue, puisque le Cameroun et le Togo étaient des pays qui étaient dirigés qui étaient colonisés par l'Allemagne. Allemagne. Quand le Cameroun a recouvré sa souveraineté, plus tard, le Cameroun anglais qui était rattaché au Nigeria s'est rattaché au Cameroun. Voilà, c'est tout cela, ils sont bilingues aujourd'hui. Et ça devait être la même chose pour le Togo, mais bon, pour le Togo, c'est pas fait. Et pour ce qui concerne l'Assemblée du Togo, vous parlez de l'Assemblée du Togo. Cette assemblée est presque sans pouvoir. Cette assemblée doit marcher à la baguette. Cette assemblée doit recevoir des ordres à exécuter. C'est une caisse d'enregistrement seulement. Parce que, bon, celui qui va Mais devenir... vous dites que l'Assemblée est sans pouvoir, et l'Assemblée a le pouvoir législatif. Pourquoi vous dites que c'est mais a voulu arracher son pouvoir législatif? qui ne connaît pas le Togo, qui ne connaît pas le Togo ne peut pas comprendre ce que c'est que le pouvoir togolais. De toute façon, si vous expliquez, on comprendra. Allez-y, expliquez. Et les volontés du président du Conseil, qui ne veut plus que l'on élise le président du Togo au suffrage universel, fait que toutes les décisions seront prises déjà nuitamment au sein d'un cabinet restreint autour de Fort Gnassingbé, et après, les députés viendront seulement entériner ça. Et on dira que l'Assemblée a voté, c'est tout. Donc, le pouvoir n'appartient, au Togo, le pouvoir n'appartient qu'à une seule personne. Le pouvoir n'appartient qu'à une seule personne. Le pouvoir est confisqué
était confisqué déjà, et maintenant, ça va être encore plus confisqué. Et ceux qui étaient... Je ne comprends pas. Expliquez un peu, et je m'excuse de vous pousser. Vous savez qu'il y a un parti qui est majoritaire là-bas. Donc, le peuple a placé sa confiance à la majorité RPT Unir, je pense, si vous faites allusion à cela. Et il n'y a que 5 députés donc, de l'opposition. Est-ce que ça ne veut pas dire que le peuple a fait confiance plus à un parti, celui qui est au pouvoir? Est-ce que c'est une coïncidence? Quel est le problème? Un pays dans lequel les ressortissants vont chercher à manger sur un dépotoir va faire confiance à un parti comme ça qui dirige un pays pour avoir la presque totalité des députés à l'Assemblée nationale. Mais on se moque de qui? Donc, bon, cette assemblée est une assemblée factice. C'est une assemblée nommée. Ça ne reflète pas la volonté des Togolais. L'Assemblée nationale du Togo ne reflète pas la volonté des Togolais. C'est une assemblée où les gens sont nommés et chacun fait des pieds et des mains pour être nommé député. Au Togo, on ne lit pas les députés, on les nomme. On les nomme, c'est ce que vous devez savoir. Et pour peu que l'on soit un peu plus pauvre... Est-ce que vous voulez dire que le peuple s'est trompé ou bien qu'on a trompé, on a floué le peuple? Au Togo, on ne trompe même plus, on ne sait même plus de tromper le peuple. Et le peuple est bâillonné. On ne trompe plus le peuple. Et si on trompait le peuple peut se raviser et voter autrement. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus rien. Bon, on vous dit que c'est ça et c'est ça, quoi. C'est paroles d'évangile. Et passé, il n'y a rien à voir. C'est comme ça. Donc, élection au Togo, c'est simplement des mots. C'est seulement un mot qui est vide de son contenu, c'est ça? Tout à fait, parce que le Togo est un pays à part, est un pays d'extraterrestres. C'est un pays d'extraterrestres. Nous sommes des extraterrestres sur la terre d'Afrique. Et quand... ah oui, nous sommes des extraterrestres, moi je le dis. Alors, si vous incluez, si vous faites partie, mais j'ai peur de parler à un extraterrestre sur Tempo Afrique TV. Alors, je passe à Clouset. Est-ce que vous êtes extraterrestre? Professeur Balobi. Oui. Avant d'aller donner la parole à Clouset, je voulais un peu intervenir sur ce cas du Togoland, qui est Togo-Britannique. Je suis un peu déçu par mon ami Pierre Pelli, lorsqu'il dit que cette bande était une bande de rebelles. Comment vous pouvez dire cela? Ça veut dire que vous reniez votre propre paternité, vous reniez vos propres frères. Mais au temps de Sylvanus Olympio, comment était cette bande? Comment elle était comportée? Et vous avez laissé ces Togolais-là aller de l'autre côté, vous ne les avez pas sauvés. Et vous parlez de la bande de Bakassi avec le Cameroun. Mais cette bande de Bakassi, il y a une partie qui est allée au Nigeria et il y a une partie qui est restée. Mais il y a eu une compréhension, parce que n'oubliez pas qu'au Cameroun, c'est presque la même chose au Togo. Les Allemands sont venus au Cameroun, les Britanniques sont venus au Cameroun, et puis les Français en même temps, qui sont venus pour dire, comment on appelle aux Britanniques, je vous confie cette partie, mais on va et puis on revient. Mais aujourd'hui, le Cameroun a compris, ils sont ensemble, il y a l'Ouest qui est totalement anglophone, et avec John Friedy, je pense que ça allait mieux, il pouvait prendre le pouvoir. Mais puisque Paul Biya était caméléon, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'histoire du Togo, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. J'ai dit qu'il y avait l'ONU qui a été impliquée. Le problème, c'est l'ONU. Ce n'est pas Yadema. Et ce n'est pas que c'est l'ONU qui a refusé à ce que cette bande-là revienne à ces frères-là. Ils avaient signé une convention qui leur disait d'aller jusqu'à 75 ans. Donc, on ne vient pas pour dire que c'était une zone rebelle. Elle n'a jamais été une zone rebelle. Au contraire, la fraternité la solidarité de cette fraternisation devait commencer dans votre village. Mais quand vous dites que votre frère est rebelle, en ce moment-là, vous n'aidez pas ces gens-là à accomplir leur devoir. De toute façon, c'est le Togo qui allait en bénéficier. Hein? Parce qu'on dit Togo britannique, on n'a pas dit Ghana britannique. On dit Togo britannique, Togoland ou bien Togo francophone. Donc, on n'a jamais mis Ghana à côté.
Voilà. Et chez eux, là, il y a le Nil qui passe là-bas. Là. Le Nil. Donc, c'est encore une richesse. Ils ont le café, ils ont le cacao, ils ont ce qu'on appelle de l'or, ils ont tout. C'est une zone qui est totalement riche. Maintenant, vous êtes là, vous n'avez que votre phosphore. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Le phosphore, Front Yassimé prend le phosphore pour pouvoir donner ça aux Israéliens pour être protégés. C'est ce que vous voulez? Et voilà aujourd'hui, 5e République, pour ne pas dire régime parlementaire. Est-ce que vous allez vous détacher de ce régime-là? Tant que le petit est là et que vous ne vous imposez pas, je pense que vous n'allez jamais avoir ce que vous cherchez. Qui est qui le petit? C'est qui le petit? Bon, ben écoutez, de toute façon... C'est le vieux de rien. D'accord. Monsieur Pelli, droit de réponse. Droit de réponse. Non, ce que je disais, j'ai pas dit, si j'ai dit que c'est des rebelles, j'ai peut-être mal parlé. J'ai dit aux yeux du régime en place, vous avez dit une zone rebelle. Parce que vous avez parlé d'une zone rebelle. Non, j'ai dit que c'est des militaires, aux yeux du régime en place au Togo, c'est des rebelles. Parce que si ces gens-là, on les rattache au Togo actuel, et Faure Gnassingbé ne peut pas rester au pouvoir. Parce que ces militaires-là qui sont ghanéens aujourd'hui allaient le dégommer du jour au lendemain. Mais donc, vous n'avez pas voulu ça? Mais qui viendra dégommer Faure Gnassingbé à votre place en ce moment? Lorsque vous le visez à ce que la fertilisation soit de pair pour que le Togo vous appartienne, vous voulez que ce même Togo appartienne à la communauté internationale? C'est ce que vous voulez nous dire? Alors, non, on le veut, ça, mais pour que l'opération soit faite, il faut que le Togo déclenche l'opération à l'ONU pour que ça soit accepté. Vous voulez encore voilà. Écoutez, nous avons compris, ce n'est pas forcément des débats contradictoires ici, chacun émet son opinion et on analyse. Je vais faire intervenir M. Klousek pour qu'il donne sa part de vérité. On revient vers vous, M. Pelli et M. Yanwa. Alors, M. Klousek. Oui, la part de vérité, pour qu'on ne se mêle pas les pieds ou qu'on se perde sur la question, c'est qu'au niveau du Togo britannique dont vous parlez, et en fait, quand vous voyez la composition de l'armée au Togo, oui, ce que M. Pelli essaie de dire, c'est qu'aux yeux du régime en place au Togo, donc du régime Gnassingbé, il n'a pas intérêt à pousser les documents au niveau des Nations Unies parce que le Togo britannique, il n'aimerait pas voir ces entre-griffes rebelles venir prendre place dans son armée à lui. Il risque de le faire partir. Donc, il y a cette peur-là. Vous savez, le Togo a eu longtemps beaucoup peur du Ghana. C'est une peur, comment dirais-je? Est-ce que c'est justifié cette peur quand même quand on veut de l'Union africaine? Ah oui. C'est justifié en ce sens que, juste deux choses rapidement. Vous voyez la lagune au Togo, à Lomé, eh bien, cette lagune-là, on était censé bien la faire. Les Hollandais sont venus, on allait l'agrandir, il y aurait des péniches là-dessus. C'était quelque chose de très beau projet qui allait se faire. Et du jour au lendemain, parce qu'il y a eu des soi-disant rebelles togolais qui sont venus du Ghana en septembre, c'est plus 83, je crois. Oui, 86. Donc, ils ont eu tellement peur à Lomé que la frontière, ils l'ont fermée et on n'a plus jamais faire les travaux sur cette lagune parce qu'on se disait que les rebelles pouvaient même nager. Donc, on a bloqué jusqu'à la lagune. Ils ont bouché la lagune. Ils ont bouché la lagune juste pour que ça ne permette pas à des gens de venir du Ghana pour déstabiliser, je peux dire entre guillemets, le Togo. Bon, bref,
Et on va pas, je crois que c'est pas le sujet tellement Non. aujourd'hui. Et donc, si vous pouvez me reposer votre question, alors là, je pourrais bien répondre. Hein. Je dis face à la situation au Togo, donnez-nous un exemple de défi sérieux. Et comment vous voyez ce défi si on doit se pencher du côté de l'Assemblée, une Assemblée où il n'y a que 5 opposants et la majorité, n'est-ce pas, c'est de la mouvance RPT unie. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui fait plus confiance à cette majorité ou bien c'est du trucage? Ben là, vous me permettez de vraiment éclairer l'opinion, hein, qu'elle soit nationale ou internationale, sur la question. D'abord, cette assemblée que nous avons là aujourd'hui, telle qu'elle se compose, n'est pas justifiée. Et la raison est que, avant qu'on ne passe aux élections qui ont permis de mettre en place l'Assemblée telle qu'on l'a aujourd'hui, où il y a 113 membres du régime hein, qu'on veut, dont personne ne veut. Et ce régime-là a 113 personnes qui représentent le régime à l'Assemblée et l'opposition n'en a que 5. Mais les élections qui ont permis qu'on en arrive là, avant ces élections, et là, si vous vous rappelez, il y avait les élections présidentielles de 2020 où il y avait un gouvernement légitime du Togo qu'on n'a pas accepté et qui donc est parti en exil et qui était le gouvernement du docteur Agbeome Mensah Koyo. Alors, c'est une partie de ceux-là, à savoir surtout la DMP qu'on retrouve, donc Madame Adjamagbo, qu'on retrouve aujourd'hui, dans cette assemblée, cette nouvelle assemblée, ben, elle était avec, disons, Agbeome Koyo, donc la DMK au départ. Et il y a eu une scission justement sur cette question-là de est-ce qu'on va aux élections ou on ne va pas aux élections pour avoir cette nouvelle assemblée parce que l'ancienne assemblée devait changer depuis et on n'arrivait pas à la changer. Mais c'est cette assemblée qui n'était plus normale, qui devrait et qui était en fin de mandat. Donc, c'est cette assemblée qui s'est permis de voter la nouvelle constitution, donc de changer la constitution. Et c'était illégal, c'était illégitime. C'est ce que nous avons appelé le coup mais M. Cloutier, on comprend cette histoire. Mais est-ce que c'est ça qui a empêché l'opposition de ratisser large? Parce que, quand même, ils étaient face à leur... ils étaient dans les mêmes conditions, non? Et face au peuple, le même peuple. Pourquoi il n'était que 5 à être élus contre les 100 et quelques de l'autre côté? C'était pas dans les mêmes conditions. Je crois qu'on a eu un débat là-dessus où on vous disait qu'il y en a qui organisent les élections pour ne pas les perdre. Oui. Et le APT est un organisateur d'élections qui ne veut jamais perdre. Et même quand il a perdu les élections, ben, on vient vous entourer avec des chars, on vous dégage du pays. Et le RPT ne perd jamais les élections. Et c'est parce qu'on savait que les dés étaient déjà pipés que la question est venue entre la DMP et la DMK de savoir si on devrait aller encore se faire battre, se faire voler. Et donc, il y a eu des préconditions. C'est ce que je veux éclairer l'opinion à propos. Oui. Les préconditions, c'était que on n'allait pas à ces élections. On devrait demander, et on a posé donc une plateforme, un document sur la table de M. Fogna-Sibé, qui étaient les pré-arguments avant qu'on aille aux élections. Et dans ces préconditions-là, on demandait que Monseigneur Kodjo à l'époque et Dr Agbeome Kodjo, qu'ils ont sorti du pays, ils reviennent et les exilés avec, et que les prisonniers soient libérés. Bref, on demandait des mesures d'apaisement pour qu'on puisse revoir les listes électorales, que les choses aillent normalement dans la transparence. Ça n'a pas eu lieu. Les gens se sont... Ça n'a pas eu lieu parce qu'une partie de l'opposition a fait fi de vos recommandations et est allée aux élections.
Pas nécessairement. C'est-à-dire que, oui, ben on peut le dire comme cela au peuple aujourd'hui de savoir qui est qui, hein, je le dis comme cela. Mais ce que nous, on croyait qu'on pouvait faire à l'époque, c'est que ben, quand on a mis cette plateforme sur la table de M. Faure Gnassingbé, eh bien, il fallait demander jusqu'au bout que les mesures d'apaisement soient concrétisées. Et donc, on libère les prisonniers politiques. Et que les gens comme Tikpi Achadam, Dr Agbome Kodjo, tous les exilés, y compris moi-même, qu'on retourne au pays. Mais si aujourd'hui il faut libérer les prisonniers politiques, est-ce que ça changerait la configuration de l'Assemblée? Là où je veux en arriver, c'est que à partir du moment où, même avant les élections qui ont conduit à la mise en place de cette assemblée, à partir du moment où on a changé la constitution togolaise avant et que cette constitution a été changée par une assemblée qui n'avait plus son mandat, eh bien c'est un coup d'État. Et c'est pour cela que nous autres, on réclame aujourd'hui que la Constitution nous donne la possibilité de dire que d'abord, on ne reconnaît pas l'Assemblée actuelle, on ne reconnaît pas le 5e mandat qu'ils sont en train de faire et qui a eu un coup d'État. Et donc, que la Constitution nous permet, selon l'article 150, oui, d'utiliser tous les moyens pour arrêter ça. Ils sont en train, là, c'est un train qui est en train de déraper. Voilà, c'est un train qui est en train de déraper. Dites-vous, M. Pousset, nous allons passer à Serge Niawa, mais il semble qu'on a un appelant d'abord. Alors, appelant, vous avez le micro. Bonsoir, professeur. C'est Samba le moins mécontent. OK, allez-y. Eh bien, allez-y, Samba. Mes salutations à tout le monde. Eh bien, pourquoi on a nommé qui trompe qui? Mais moi, je ne dirais pas que qui trompe qui. Moi, je dirais que les peuples se sont laissés tromper ou se laissent tromper en Afrique francophone et au Sénégal en particulier. C'est les peuples qui se laissent tromper. C'est mon avis. Et merci. Pourquoi cela? Parce que quand on élit une personne qui n'a pas de programme, là, on est mal parti. Parce qu'une personne avec ses idées ne peut pas développer un pays seul. Une seule personne ne peut pas développer un pays. Donc, c'est les peuples qui se laissent tromper. Parce que si on a un président qui se permet d'acheter un avion à 60 milliards, alors que les femmes accouchent sur des charrettes, là, on l'a laissé faire. On l'a laissé faire parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal, une personne se transporte de Dakar à aller voir Macron ou François Mitterrand ou un président français chaque 3 mois, un avion de 60 milliards, alors que les femmes accouchent sur des charrettes, alors que les enfants vont dans des écoles à abri provisoire, 8000 abris provisoires, et il achète un avion de 60 milliards, alors que l'avion présidentiel qu'il a trouvé sur place est toujours fonctionnel. Non, il va le vendre à un autre pays et il achète un avion de 60 milliards. Donc, c'est les peuples qui se laissent tromper. Parce qu'on ne peut pas laisser un président qui a couru derrière un peuple pour être élu. Et une fois élu, il se permet de faire comme il veut et les gens disent non, on le laisse faire. C'est les gens qui les laissent faire. C'est ce qui se passe. Pourquoi on doit avoir la règle d'emprisonner des opposants? Pourquoi? C'est les peuples qui laissent faire. On ne peut pas accepter qu'on emprisonne les opposants comme ça. Pourquoi? C'est les peuples qui laissent faire. Donc, moi, vraiment, quand j'en parle, là, je me fâche déjà. Excusez-moi. Merci, vous êtes les meilleurs. Merci. Alors, Samba qui nous a appelé, nous dit que c'est les peuples qui se laissent faire. Alors, prisonniers politiques, exilés politiques un peu partout, et surtout au Togo, il semble que la balle est dans le camp du peuple qui se serait laissé tromper selon l'analyse, les explications de Samba. Merci à vous, Samba, Serge Niawa. Les défis au Togo sont vraiment gigantesques.
Écoutez, on ne peut même pas comparer ça aux défis économiques, structurels au Ghana, où la démocratie est vivifiante, tonifiante. N'est-ce pas? D'accord, professeur, merci encore une fois de plus. Hein, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive à votre question, professeur. Voilà. J'arrive à votre question, mais lorsque Samba dit que le peuple s'est trompé, en prenant aujourd'hui le cas du Sénégal, je pense qu'on ne peut pas l'affilier au cas togolais où le peuple est martyrisé, le peuple n'a pas de force au Sénégal, au Togo. Le peuple n'a pas de force qui peut sortir pour aller faire ce qu'on appelle une réunion quelque part. Même ne serait que vous vous cachez pour faire une réunion, on vous trouve là. Donc, est-ce qu'on peut dire que le peuple s'est trompé aux choses, s'est fait tromper aux choses au Togo? Mais au Sénégal, je peux le comprendre. Donc, différencions les choses. Maintenant, partant de ces défis, il y a un défi, en tout cas beaucoup de défis. D'abord, il y a le déni de la démocratie. Au Togo, aujourd'hui, on est passé d'une démocratie qui ne dit pas son nom à une autre démocratie, le régime parlementaire. Mais c'est ce régime parlementaire-là que Maître Apovoan essaie quand même de critiquer. Maître Apovoan, il dénonce en tout cas une mascarade électorale. Il ne peut pas aller, en tout cas, faire partie de l'Assemblée nationale du moment où c'est illégal. Tout ce qui a été concocté, c'est illégal. Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas au niveau de Koulisé, mais je vais revenir là-dessus. Mais lorsque nous avons 113 députés et RPT Uni qui n'a jamais gagné les élections, qui a uniquement 10%, même les élections présidentielles, vient pour dire que je remporte avec... Est-ce qu'ils ont vraiment remporté? Ils ont vraiment remporté. Mais c'est une nomination. Et je l'ai toujours dit. 113 députés, on appelle l'opposition qui a quand même fait une bonne campagne. On a vu l'opposition faire une bonne campagne. L'opposition qui avait quand même des qualités financières pour faire ses campagnes. Moi, aujourd'hui, RPT Uni est allé dans un laboratoire qui ne dit pas son nom, avec beaucoup de fabrication. Ils sont venus avec les résultats. L'opposition, vous prenez 5 et nous avons 108. Et attendez, monsieur Serge Nyoa, vous venez de dire quelque chose qui est très important. Vous avez dit que l'opposition a fait une bonne campagne. Ça veut dire que les conditions étaient réunies et que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Sinon, l'opposition n'aurait pas pu faire une bonne campagne. Les voix auraient été bloquées, on aurait battu ou chassé les gens. Ce ne fut pas le cas. Alors, Maître Doji Apovoan, qui dénonce des irrégularités maintenant, est-ce qu'il n'est pas médecin après la mort? Il aurait pu en son temps tout de suite crier aux voleurs et n'est-ce pas, porter réserve pour que la question aille vers le Conseil quand même constitutionnel avant que les résultats ne soient confirmés. Ou bien même quand le Conseil a proclamé, on peut toujours... Oui? Que vaut la seule voix de ce monsieur-là qui est un avocat? Sa seule voix, ça vaut quoi, professeur Balobi? Dites-moi, à côté aussi de certaines constitutionnalités, à côté du régime de Faure Gnassingbé, qui sont là avec ce que ça comporte. Vous avez vu le grand Baora, vous avez vu le grand Félix Abalo Katanga, qui régnait, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Que vaut Maître Apovoan devant ces gens-là là? Dites-moi, Apovoan est sorti, en tout cas dans son carcan, pour venir dire aux Togolais, il y a longtemps, effectivement, que j'ai écouté, mais le régime parlementaire qui est un régime indéniable, c'est un régime qui vient pour collaborer réellement le maintien de ce parti-là au pouvoir. Est-ce qu'on aura les votes maintenant là? Il n'y aura plus de votes. Aucun Togolais ne peut prendre son chemin de pèlerin pour aller battre une campagne pour dire que nous allons voter. Mais sûrement, il y a eu ce qu'on appelle une certaine imposition. On vous impose. Quand le Togolais sort, est-ce que le Togolais a cette capacité aujourd'hui de pouvoir mener peut-être une manifestation qui ne dit pas son nom? Quand on vient
inculqué dans cette même, je dirais, démocratie ou bien constitution, un article d'anti-manifestation. Vous voulez que les Togolais fassent comment? Les gens se cachent maintenant pour faire ce qu'on appelle les réunions. Vous avez vu le cas de Guy Marius Sagna, qui a été quand même un démocrate et qui est venu. Mais écoutez, il a demandé même au président comment on appelle, de leur institution que voilà, il veut tenir une conférence. En tout cas, il a besoin d'être protégé. Qu'est-ce que cela lui a valu? Je pense qu'il a été dénié. Mais il y a d'autres qui sont sortis comme Brigitte Adjamabo. La réunion était prévue dans un autre sens. Elle a fait déplacer la réunion chez elle, même dans son centre. Et voilà ce que ça a donné. Des gens qui étaient là. Donc alors, mettre à Pouvant, oui, qui réellement, catégoriquement, considère que tout ce qui a été fait dans ce régime parlementaire, c'est frauduleux, donc il ne peut pas faire partie. C'est un homme de loi, il faut le comprendre. Et il ne vient pas, il qualifie aussi de tout cela d'un coup d'État constitutionnel. Donc vous voyez que, en tout cas, le Togo a besoin, ce qu'on appelle d'une émancipation au niveau de l'Afrique. Il faudrait que les Africains, parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on appelle le panafricanisme, mais voilà le Togo aujourd'hui qui souffre. Si le Togo n'a pas pu avoir ce qu'on appelle l'alternance politique, l'alternative politique, parce que l'alternance politique, je ne vais pas me mettre là-bas, c'est pour les Blancs, pour ne pas dire c'est pour la communauté internationale. Mais l'alternative politique là, et l'alternative politique, c'est pour les Togolais eux-mêmes, parce qu'ils vont s'imposer avec tout ce qu'ils veulent. Parce que Faure Gnassingbé s'est imposé avec la violence, même son père pourrait être là. Donc c'est cette même violence-là qui va réellement le faire partie. Quand Clouchet arrive, et puis pas de l'article 150, on le sait très bien, mais qu'est-ce que vous faites de cet article-là? On ne peut pas s'asseoir, ne pas venir chaque fois parler. Il faut maintenant mettre en action ce que vous avez prévu. Bon, d'accord. Un jour viendra où le Togolais pourra profiter en tout cas, de son pays. Voilà. Mais je pense bien le Togolais pourra rien n'est encore tard. De son pays, rien n'est encore tard. Monsieur Pelli, il faut avouer les défis au Togo, plus qu'au Ghana, n'est-ce pas, sont compliqués. Il y a plusieurs fronts. La 5e République, l'Assemblée, où RPT Unir est majoritaire, il n'y a que 5 députés de l'opposition. Médecins après la mort, à Pévon, et puis un autre encore, ils disent qu'ils ne vont pas siéger, etc. Ben, est-ce qu'il ne faut pas reposer le problème togolais autrement? Parce que, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même des paradoxes quand d'aucuns disent que, n'est-ce pas, les élections, ça s'est bien déroulé, on a fait bonne campagne, et puis au même moment, on dit le peuple est bâillonné. Pourtant, c'est ce même peuple qui est sorti pour aller voter. Est-ce qu'ils ont voté pour l'opposition et on a transformé ces votes en faveur de l'opposition, n'est-ce pas? On a foutu ça dans le camp donc de RPT Unir. Qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs fronts à la fois. Qu'est-ce qu'on fait, M. Pelli? Ça, c'est le dernier tour de table sur le Togo parce que les défis sont vraiment colossaux, complexes. Allez-y. Vous me laissez quelques minutes pour oui, vous avez 2 minutes. Oui, vous avez 2 minutes. 2 minutes seulement parce que... Allez-y, allez-y. On saura qu'est-ce qu'il faut vous couper. Allez-y. Du temps du feu Gnassingbé Yadema, lors d'une élection, il y avait la présidente de la CENI, Madame Nana Awa, qui devait prononcer les résultats en faveur de l'opposition. Il y a un colonel C.I. Memen qui l'a giflé et a pris le micro et a prononcé les résultats en faveur du régime Gnassingbé. Enfin, du parti de Gnassingbé. Donc, cette dame qui devait prononcer, cette dame a su que, bon, c'est l'opposition qui a gagné, mais cette dame a été giflée par un colonel en son temps, C.I. Memen. Ça veut dire qu'il y avait 2 résultats parallèles ou contradictoires. Non. Monsieur Pelli, allez-y.
Et on ne vous reçoit plus bien. Le général Memen étant à côté, a dit à la dame de prononcer les résultats en faveur du RPT UNIR, enfin du RPT. En ce temps-là, c'était le RPT. Et la dame était perplexe. Elle ne voulait pas prononcer le résultat en faveur du RPT. Et ce général a giflé la dame et a pris les papiers, a arraché les papiers de la femme, des mains de la femme, et a prononcé le résultat en faveur du RPT. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui au Togo, on doit savoir que aucun parti ne peut gagner contre le RPT UNIR si les résultats sont dans l'État, si on est dans l'État. Aucun parti ne peut gagner. Mais si tout était fait dans les normes, si un parti se crée même aujourd'hui, et va aux élections contre le UNIR, ce parti allait gagner. Parce que le peuple a vomi ce parti-là depuis fort longtemps. Pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent plus que les élections présidentielles se passent? Parce que aux élections présidentielles, il y a eu trop de morts au Togo, tout ça. Donc, lors des élections législatives, chacun dans sa région, il y a des petits maires qui sont créés un peu partout, par-ci, par-là. Donc, la dictature s'était rapprochée de la population. On a créé des petits dictateurs qui, défendant leurs précarés, vont trafiquer les votes dans leurs localités respectives. Donc, là, ils ont délocalisé la dictature auprès de la population. Maintenant, au départ, la dictature était centralisée. Aujourd'hui, on a délocalisé la dictature auprès de la population. La dictature est venue auprès de la population. Et ça, c'est un coup de maître, quoi. C'est un coup de maître pour apaiser l'opinion publique internationale, comme quoi au Togo, tout va bien. Mais en réalité, le Togo, c'est la Palestine. Le Togo, c'est la Palestine en d'autres termes, quoi. Au Togo, bientôt, la dictature deviendra la norme. Et chaque Togolais... C'est ça la Palestine, c'est ça la comparaison que vous faites. Le Togo, c'est la Palestine. Ça me dit quoi? Oui, le Togo va devenir un peu comme la Palestine parce que chaque petit Palestinien qui naît dans la guerre. Donc, pour le petit Palestinien, la guerre est devenue la norme. Les tueries de masse deviennent la norme. Donc, au Togo, bientôt, passé une certaine génération, la dictature deviendra la norme et la démocratie va être niée, quoi. Voilà. Si au Togo, dans 20 ans, 30 ans, on parle si ça perdure, si on parle de démocratie, le Togolais va rejeter la démocratie. Le Togolais acceptera vivre dans la dictature parce que tout le monde s'est accommodé avec la dictature, avec sa corruption, tout ça. Donc, voilà. ça va devenir la norme. Donc, voilà. Le Togo est un État atypique, comme je l'ai dit, entre guillemets, un État un peu extraterrestre parce que sur cette planète Terre, c'est la Corée du Nord et le Togo qui... le Togo emboîte quand même le pas à la Corée du Nord, hein, de toute façon. Le Togo, dites-vous, emboîte le pas à la Corée du Nord, un Togo atypique, dites-vous. Monsieur Clousset, est-ce qu'on est dans un... Oui, je viens vers vous. Parce que je vais un peu crocher ce qu'il a dit du côté du Togo en disant que le Togo n'est pas la Palestine. Le Togo. Voilà, on a Samba aussi. Voilà. En parlant du Togo, il faut parler de la Palestine. Mais écoutez, oui, la Palestine a son problème. L'Israël et la Palestine. Deux cas différents. Oui. Avec cette bande de Gaza sur laquelle il discute. Mais lorsqu'on vient au Togo, il y a un déni de démocratie. Il y a un régime qui veut s'emparer de tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange un peu les choses. Oui, ça c'est vrai. Jean-Pierre ne l'a pas mélangé, il a expliqué en disant seulement que le Palestinien, il y a déjà des générations qui ne connaissent que la guerre, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il voulait dire. Alors, M. Clousset, comment relève-t-on le défi? Monsieur Kelly, la parole est à M. Clousset maintenant, et il y a aussi Samba qui attend.
Alors, Monsieur Clousset, le défi est vraiment, les défis sont réels ici. Est-ce qu'on est dans une voie à sens unique qui nous conduit dans un océan en crue? On ne peut pas faire demi-tour. Qu'est-ce que vous proposez pour dénouer tout cela rapidement en 2 minutes? Ben, on est en face d'un mur ou bien d'une croisée, de chemin où on peut aller soit à gauche ou uniquement à droite. À droite, aujourd'hui, c'est qu'on veut encore Est-ce qu'on ne peut pas faire tomber le mur comme Gorbatchev et Reagan se sont entendus et le mur est tombé? Ben, on l'aurait souhaité, mais avec qui le régime en face aujourd'hui pourrait s'entendre pour faire tomber le mur si ils ont chassé tout le monde dehors et ne veulent discuter avec personne. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il fut un temps encore, du vivant, par exemple, de Monseigneur Podro, du vivant de feu Dr Agbome Kodjo, ils auraient pu pacifier la chose, se dire, bon, ben, écoutez, on peut s'asseoir, discuter encore une nouvelle fois, faire des amnisties, libérer des prisonniers, et faire entrer des gens pour reconstruire le pays. Ça pouvait se faire, mais avec qui ils pourront discuter aujourd'hui quand ils ont, disons, phagocyté tout le monde? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on est en train vraiment d'aller que sur un chemin, une pente glissante où la situation togolaise fera que vont naître des petits révolutionnaires de partout. Moi, je crie souvent que oui, il faut que par tous les moyens, on libère ce pays. Mais je crois que aujourd'hui, je ne suis plus seul à crier la même chose. Hein, ça se multiplie. Il y a des petites voix qui disent, il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. Ça veut dire que si moi, on me coupe la gorge demain, et après moi, il y aura toujours le déluge. Et voilà. C'est ça que je crains. Vous voyez. Bien sûr, tout le monde veut la libération, comme vous le dites, c'est souhaité, mais quelle sorte de libération qui va libérer? Comment ça va se libérer? On vous a compris, on va vers Samba. Samba, qu'est-ce qu'on fait face à la situation togolaise? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, togolaise, pas exactement togolaise, mais d'Afrique francophone, je dirais. Parce que c'est pas écrit quelque part que être opposant est un crime. Moi, je l'ai pas lu quelque part. Être opposant n'est pas un crime. Pourquoi les opposants doivent être en prison? Pourquoi? Pourquoi les peuples acceptent qu'on emprisonne les opposants, qu'on les maltraite? Pourquoi? Qu'on leur disperse quand ils ont réunion ou meeting? Pourquoi? Pourquoi? La Constitution permet aux gens de se réunir en politique. Pourquoi l'interdire aux opposants? Pourquoi? C'est ce que les peuples ne doivent plus accepter. C'est ça le problème en Afrique francophone. Les peuples doivent savoir qu'on ne peut pas, avec 70 000 policiers ou gendarmes, malmener 2-3 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Pourquoi les gens l'acceptent toujours? Pourquoi? Parce que un policier ou un gendarme n'a pas le droit de frapper qui que ce soit. Il n'y a pas une loi qui autorise à un homme de loi de frapper un civil, un citoyen. Il n'y en a pas. Pourquoi on l'accepte toujours? Pourquoi? C'est les peuples qui doivent se réveiller, se révolter et régler le problème définitivement en Afrique francophone. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir au Sénégal, il nous voulait nous imposer vice-président pour son fils, pour qu'il devienne président après lui. Et il ne voulait pas passer ça à l'Assemblée. Le peuple est sorti, on l'a refusé catégoriquement, il a retiré son ticket de projet de loi. C'est comme ça que ça doit se passer. Les gens doivent sortir, oser sortir. On ne sort pas par 100, par 200, on sort par millions pour régler les problèmes avec les gouvernants. On ne sort pas par 100. Il faut que les peuples se réveillent. Un jour à Tempo Afrique, j'ai dit que les peuples ne sont pas informés. Il y en a parmi ceux qui suivaient le débat, et même un parmi ceux qui étaient au plateau, qui disait que oui, les peuples sont bien informés. Mais moi, j'avais envie de leur dire vraiment que, monsieur, vous êtes informés, vous et vos amis, vous êtes informés. Mais ne dites pas que les peuples sont informés. Allez dans les régions ou les départements. Il n'y a nulle part où tu trouveras la Constitution en papier. Il n'y a nulle part
où tu trouveras le code électoral, le code pénal, le code de la pêche, le code maritime, le code de la santé. Rien, nul code vous trouverez dans les départements ou les régions, ou à plus forte raison dans un village. Les gens ne sont pas informés. Il faut qu'on l'accepte. On doit exiger que tous ces codes, ces règlements intérieurs de l'Assemblée, les codes de procédure pénale, tout doit exister dans les régions, dans les villages les plus reculés, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils ont comme droit, parce qu'on a droit et devoir. Quand les gens ne connaissent pas leurs droits, on va les malmener jusqu'à la fin des jours. C'est ce qui se passe en Afrique francophone. On doit exiger l'existence de tous ces codes, des règlements, de tout, partout dans les services régionaux ou services départementaux. Il y a chaque ministère a des services régionaux et départementaux. Pourquoi n'ont-ils pas fait de sorte que tout soit là-bas pour que les gens se le distribuent et s'informent et sachent que tel président n'a pas le droit de faire ceci ou cela? Il faut que les gens s'informent d'abord. Comme les peuples, les gouvernants ne veulent pas informer, c'est les opposants qui doivent faire ce travail. Mais pour que les opposants fassent ce travail, il faut que les peuples les protègent, exigent qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. Être opposant n'est pas un crime. Mais qu'on le dise clairement. Pourquoi emprisonner les gens? Pourquoi? Merci Samba, merci Samba. Et puis nous revenons vers vous, Monsieur Clousset. Vous voyez, quand je disais tantôt qu'il faut, est-ce qu'on ne peut pas faire tomber le mur quand on parlait du Togo? Eh bien, je posais la question s'il n'était pas possible d'enterrer la hache de guerre. Et c'est ce que Gorbatchev et Reagan ont réussi à faire. Et il y a eu en tout cas une accalmie. Il y a eu la guerre froide, finalement. Écoutez, la paix est revenue. C'est relatif quand même. Alors,